Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fan Club Podcast. Aujourd'hui, je vous souhaite la très bonne année. Et je ne sais pas si vous le remarquez, mais le son est sans doute de meilleure qualité. Et oui, j'ai un nouveau micro. Enfin, un nouveau. Ça impliquerait que j'en ai déjà eu un. Mais en tout cas, j'ai un micro. C'est le Père Noël qui me l'a apporté. Je suis tellement heureuse et reconnaissante d'avoir pu avoir ce micro. Ce n'est pas un micro de fou malade, mais franchement, c'est déjà super. Et j'espère que ça va me permettre de m'investir encore plus. Ça va être une période de renouveau, nouvelle phase, puisque nous entrons donc dans cette saison 2 de Fan Club Podcast. Je ne sais que dire. J'aimerais vous promettre des podcasts avec encore plus de qualité. J'aimerais vous promettre que je vais me remettre à faire du montage, chose que j'ai complètement arrêté à faire depuis des mois. J'aimerais aussi vous dire que je vais être beaucoup plus présente sur Instagram. Mais honnêtement, dans mes buts de l'année, j'ai simplement mis, en tout cas en concernant le podcast, de continuer à en faire. J'ai pas envie de me mettre une pression sur tout le contenu que je dois faire, la qualité, parce que comme vous le savez, c'est pas du tout le but de ce podcast, c'est vraiment juste un échappatoire pour moi. Et du coup, j'ai pas envie que ça devienne trop un frein ou juste quelque chose qui prenne trop de temps. Du coup, je vais juste y consacrer le temps dont j'ai envie de consacrer. Alors, j'aimerais être plus organisée dans comment je fais mes podcasts pour pas être prise au dépourvu. J'aimerais avoir encore plus de sujets à traiter. J'aimerais grandir un petit peu la communauté parce que les stats de Spotify de fin d'année m'ont motivée à faire en sorte de connecter un peu plus avec de nouvelles personnes parce que je pensais pas du tout que j'arrivais à aller aussi loin. Vu qu'on m'écoute au Portugal, je suis un peu émue. Mais voilà, donc je suis motivée. Je suis prête à en découdre avec cette année 2026 et j'espère que on va récolter de nouveaux petits fans dans la communauté en 2026, cette année pour la saison 2. Voilà. Ce premier épisode va être un peu un épisode de transition parce que ça fait quand même 2 semaines, enfin 3 semaines que j'ai pas posté de podcast. Il y a eu donc les périodes de fin d'année, les fêtes de fin d'année qui se sont passées et il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et en plus de ça, au mois de décembre, c'est vrai que j'ai fait un peu des podcasts qui étaient faits assez rapidement. Du coup, il y a certaines choses dont je n'ai pas parlé, auxquelles j'aurais pu aborder avant, en fait, aujourd'hui. Mais ça me semble très important d'en parler. Déjà, la première chose, c'est que mon mois de décembre a été essentiellement rythmé par la sortie hebdomadaire de épisodes d'une série mondiale. Alors, si vous pensez à Stranger Things, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas Stranger Things, même si j'ai suivi très attentivement et que j'ai pu regarder l'épisode final à 2h le 1er janvier. Et que j'étais très accrochée à tout ce qui se passait. Ce n'est pas de Stranger Things que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est de la série canadienne Heated Rivalry. Alors, de quoi ça parle? C'est deux rivaux joueurs de hockey, des stars de leur sport qui ont une rivalité qui s'entretient depuis leur arrivée dans le milieu professionnel. Donc vraiment depuis leur rookie season et même avant ça en équipe junior. Parce qu'il y en a un qui est canadien et l'autre qui est russe. Mais tous les deux vont jouer dans la ligue nord-américaine de hockey. Euh, et en fait, ils vont développer très rapidement des sentiments
un peu imprévus l'un envers l'autre. Donc c'est une série LGBT qui commence avec surtout une attirance physique et sexuelle, disons-le, entre les deux. Et on va les suivre pendant 9 ans sur cette première saison, avec vraiment, on va dire, les 5 premières années qui passent très très rapidement. Et en fait, c'est une super série qui parle d'un sujet qui est assez important, puisque c'est un peu... alors c'est très léger, hein, parce qu'au final, c'est une adaptation d'un livre qui a sans doute été à un moment donné une fanfiction Wattpad, mais voilà, c'est l'adaptation d'un livre, comme j'ai pu en lire beaucoup sur les romances avec des joueurs de hockey. J'avais pas lu du tout cette série, mais ça part d'un sujet assez intéressant parce que cette série, elle a été beaucoup vue, d'ailleurs j'en parlerai, mais euh, en fait, la raison pour laquelle elle a aussi été importante et pourquoi les gens se sont attachés, c'est certes sur comment elle est faite et comment c'est filmé, mais c'est aussi parce que le sujet parle de relations homosexuelles et de sportifs gays dans des sports qui sont plutôt masculinistes, voire machos et... enfin, pas masculinistes, pas le bon mot, non, non, non. Plutôt juste masculin et voire macho. Et surtout les sports d'équipe, genre le basket, le foot, le hockey, le volley, j'imagine le hand, c'est pareil. Et d'ailleurs, j'ai vu un journaliste parler de stats intéressantes suite à la sortie de cette série. En fait, par exemple, en première ligue, donc la ligue de football anglaise, qui est également la plus grande, enfin la plus famous et la meilleure, quoi, il n'y a aucun sportif, athlète qui est publiquement gay. Euh, En Europe, dans toutes les ligues de foot, c'est le cas aussi. En fait, il y en a un seul qui est publiquement gay et c'est un joueur de Liga en Italie, donc. Alors que potentiellement il devrait y en avoir peut-être une centaine au vu du nombre de joueurs. Par exemple en première ligue, il y a environ 600 joueurs si on compte tous les contrats, donc que ça soit des personnes titulaires ou non. Euh, Pourtant, il n'y en a pas un seul de recensé, alors qu'a priori, si on part sur une base statistique, il y a environ 5% des hommes qui seraient gays actuellement. Euh, donc on arriverait à environ genre 20-30 athlètes qui devraient être gays et qui ne le sont pas publiquement. Donc c'est vraiment un réel sujet dans ces sports d'être publiquement qui on est et d'assumer sa sexualité. C'est assez encore dangereux alors que pourtant en 2025 c'est quand même des choses qui sont quand même acceptées. On est rendu à d'autres sujets d'ouverture d'esprit que seulement la sexualité, enfin homosexuelle ou bisexuelle. Donc en fait, c'est trop bizarre que ces sports ils soient en retard. Et c'est surtout dû au fait que ça soit des sports qui sont très masculins et qui ont un public masculin qui est parfois perçu ou en tout cas identifié comme machiste. Et du coup, ces sports, on le dit honnêtement, ça repose beaucoup sur le marketing, sur les vues, sur les brand deals, enfin les, le travail avec des marques, avec des produits. Et du coup, ça n'entache pas l'image, mais ça change l'image du sportif et du coup potentiellement de l'équipe. Alors que sur des sports individuels, il y a beaucoup moins cet aspect de contrat dans des clubs, dans des équipes, donc ça change un petit peu la dynamique. Donc déjà c'est le premier point qu'aborde cette série, même si je pense que c'est quelque chose qui est plutôt abordé dans la fin de la première saison. Euh, Moi, pourquoi j'ai adoré cette série, c'est aussi parce qu'elle est très très bien filmée et que même si au début on a plutôt l'impression qu'il s'agit d'une série très euh, sexuelle,
très anodine, un peu puérile et un peu présentée comme du porno pour femmes ou du porno pour gays. Euh, c'est pas vraiment le cas, puisque très vite on comprend que tout, toutes les scènes de sexe sont aussi une forme de discussion entre les personnages principaux parce qu'on voit au fur et à mesure leur relation grandir et évoluer, mais on voit aussi la répercussion que ça a sur la manière dont ils couchent ensemble. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment ça a été filmé. Et d'ailleurs, je arrive sur un autre sujet, c'est que ça a été filmé avec très très peu de budget, ce qui est aussi très marrant à analyser un petit peu quand on regarde plusieurs fois les épisodes, c'est que on voit que certaines décisions de production et de réalisation ont été faites en fonction de ce budget, notamment sur des plans dans une salle qui est censée être remplie, une salle de cérémonie, de gala. Euh, les plans qui sont faits sont très stratégiques parce qu'il y avait très peu de budget et ça arrive aussi à la question sur pourquoi vous avez sans doute loupé cette série et pourquoi vous n'en avez pas entendu parler. En fait, cette série est une série canadienne, comme j'ai dit au début, qui est sortie sur Crave, qui est un site de streaming canadien et je pense qu'il est seulement disponible au Canada. Et du coup, ça fait que la série est sortie seulement au Canada. Pourtant, malgré ça, elle fait complètement le buzz dans le monde entier parce que, en fait, cette série, elle provient d'un livre qui avait déjà une communauté. Et cette petite communauté, plus tous les Canadiens qui ont pu regarder cette série quand elle est sortie, ont commencé à en parler grandement. Et du coup, tout le monde s'est mis à la regarder de manière illégale ou en souscrivant à Crave via un VPN. Donc elle a provoqué vraiment un phénomène assez intéressant et jusqu'à carrément devenir l'une des séries les mieux notées de l'histoire puisque actuellement elle occupe la place du 61e, enfin elle occupe la 61e place sur le classement IMDb. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est Internet Movie Database, qui est en gros la base de données mondiale sur le cinéma et sur la télévision. Et en fait, tout le monde note les séries, les films, etc. Et donc, Enfin, ils récupèrent toutes les notes qui ont été données sur différentes bases, plus leur propre base à eux. Et du coup, en fait, ils ont un classement comme ça. Et donc, il y a plusieurs séries. Il y a leur top 250 des meilleures séries, enfin, des séries les mieux notées de l'histoire. Donc, auquel E.T. The Rivalry occupe la 61e place, comme je viens de dire. Mais elle a également brisé un record, puisque l'épisode 5 a été noté le meilleur épisode de 2025, avec une moyenne de 9,9 par 54 000, basé sur 54 000 notes. Donc, en fait, il y a aussi un peu ce biais, c'est qu'actuellement, c'est une très très bonne série, elle est très très bien notée. Mais pourquoi Parce qu'il y a quand même très peu d'avis. Il y a quand même moins d'avis que sur la série qui occupe la première place, qui est Breaking Bad. Euh, Parce que du coup, c'est disponible qu'au Canada et que les personnes qui l'ont regardé en dehors du Canada, c'est des personnes qui sont allées chercher cette série et qui en ont entendu parler, etc. Donc, a priori, cette série, elle a été diffusée et elle a été vue que par des gens qui le voulaient vraiment. Et donc, forcément, ça joue. Mais en même temps, il y a aussi cet aspect que cette série est de base une série un peu jeune, comme on pourrait voir comme L'été où je suis devenue jolie. Et moi, jamais L'été où je suis devenue jolie, je dirais que les épisodes, ça vaut des 10 sur 10. Donc, il y a quand même ça aussi à prendre en compte. Donc, vraiment, allez voir cette série. Si vous voulez pas la regarder en streaming illégal, elle sort en Europe en janvier. En tout cas, elle sort sur Sky, il me semble, en Angleterre au mois de janvier. Donc ça devrait pas tarder à arriver sur Prime, à mon avis, en France.
il faut absolument que vous regardiez cette série parce que pour moi, elle est tellement bien. Et les acteurs, ils sont absolument géniaux. J'ai développé également une passion extrême, voire une obsession pour les deux acteurs principaux qui sont tellement, tellement marrants en interview. Euh, Ils me font rire, vraiment très rire, parce que déjà ils ont une très grosse alchimie, ce qui fait déjà la réussite de la série. Mais en plus, en fait, ils sont complètement libres dans leurs réponses. Ça se voit que ce sont des jeunes acteurs qui sont en train de faire l'un de leurs premiers grands rôles avec un press tour qui est absolument immense au vu du buzz de la série qui est complètement inattendu, donc ils n'ont pas eu le temps d'être media trained. Donc c'est vraiment vraiment hilarant. Euh, et ouais, en fait, l'ampleur de la série est absolument immense parce que juste aux États-Unis, ils sont déjà en train de faire plusieurs podcasts, ils tournent un petit peu sur plein de médias, alors que techniquement la série n'est pas sortie aux États-Unis. Donc franchement, c'est vraiment fou et le fait que ça soit pas sorti, c'est vraiment la seule chose qui les empêche, je pense, d'apparaître et dans des late shows comme Jimmy Fallon, Jimmy Campbell et tous les autres Jimmy qui existent. Donc voilà, c'était le premier sujet dont je voulais aborder et un sujet qui me tenait très à cœur, d'où le fait que je viens de tenir 15 minutes dessus. Le deuxième chose que j'ai appris pendant ces 3 semaines de break, c'est que Harry Styles revient en 2026. Alors calmez-vous, calmez vos ardeurs, les filles. Euh, c'est une rumeur. Il y a eu beaucoup de rumeurs depuis 1 an et demi qu'il allait revenir. Mais depuis décembre, on a plusieurs indices sur son retour. Déjà, on sait qu'il a été en studio, donc on imagine qu'il pourrait potentiellement avoir un album cette année en 2026. Mais il y a également certaines personnes qui commencent à dire que il allait faire une résidence de 10 soirs à Wembley au mois de juin. Donc écoutez, avec grand plaisir, mais il va falloir me dire maintenant, puisqu'il faut que je commence à économiser, vous comprenez bien. Donc voilà. Maintenant, la deuxième chose, c'est que ce qui était de base que des rumeurs, on a ensuite vu sur la chaîne YouTube de Harry Styles le 27 décembre une vidéo qui est sortie sur son solo de piano qu'il avait fait lors de son dernier concert en Italie. Donc en fait ça commence pendant 3 minutes sur un peu ses fans avant le concert qui parlent de son départ, qui supputent sur sa tenue, etc. Et puis ensuite, on a les 5 minutes de cette composition qu'il a fait spécialement pour son dernier concert, pour dire au revoir. Et pourquoi cette vidéo? Les gens se demandent pourquoi il la sort maintenant alors que bah, la tournée elle est finie depuis 1 an et demi. Également, le nom de la vidéo interroge puisqu'elle s'appelle Forever Forever. Et du coup, les gens supputent parce qu'ils veulent un retour, ils supposent que ça veut dire qu'il va vraiment y avoir un retour en 2026. Mais attention, ne nous emballons pas, ça peut aussi seulement être une manière de rester présent. D'autant plus que lorsqu'on sort un nouvel album, les artistes ont plutôt tendance à teaser la nouvelle DA de l'album plutôt que revenir sur des choses qui ont déjà été faites pour faire une meilleure transition. Alors que là, en fait, on voit plutôt quelque chose de passé qui ramène plutôt à l'époque Harry's House et Fine Line. Enfin, ouais, c'est un peu question mark, quoi. Je sais pas trop quoi dire. Surtout que Forever Forever, ça veut aussi un peu dire au revoir. Donc j'ai très peur qu'il commence pas à me pull une Rihanna parce que je vais pas l'accepter. Mais en tout cas, je suis ravie puisque je pense que je n'ai pas parlé d'Harry Styles autant que ça sur ce podcast. Donc vous savez que je l'aime, mais je pense que vous m'avez jamais vue comme une fan de Harry Styles. Et s'il sort quelque chose, sachez que sachez que vous n'êtes pas prêt pour la créature qui va sortir de moi. Voilà.
Ça va être une nouvelle Jeanne. Ça va être une nouvelle Jeanne. Voilà, je le dis très honnêtement et sans pudeur. Par ailleurs, en plus de Harry Styles, je le dis maintenant, il y a d'autres personnes qui vont probablement sortir un album, ou en tout cas qui ont publiquement dit qu'ils étaient en train d'écrire des choses. C'est Olivia Rodrigo et Gracie Abrams. Donc, pareil, je serais très heureuse d'avoir nouveaux albums de leur part. Donc, j'attends ça avec grande impatience. Sinon, l'autre chose qui a rythmé un petit peu ma vie ces dernières semaines, c'est également la sortie du documentaire The End of an Era. Donc le documentaire sur la tournée de Taylor Swift's The Eras Tour. Donc le concept de cette série documentaire qui est sortie sur Disney en décembre, c'est de suivre un peu la tournée de Taylor Swift. En tout cas, c'est comme ça que j'avais compris, mais en réalité, c'est pas exactement le même modèle que j'ai pu voir dans d'autres docu-séries ou juste documentaires de tournée. C'est vraiment parce qu'en fait, on la suit pas pendant toute la tournée, on la suit qu'à partir de fin de l'Europe et du coup, genre partie États-Unis, la deuxième partie des États-Unis, à la fin de sa tournée, quoi. Et en fait, c'était très particulier parce que j'ai trouvé que l'accent n'était pas vraiment fait sur tout ce qui s'est passé, comment les gens ont travaillé, etc. Même s'il y a une grosse partie, il y a quelques épisodes qui ont été consacrés à dire comment elle a monté ce show, pourquoi elle a eu cette idée. Voilà, il y a plusieurs sujets comme ça qui sont abordés. Mais ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que cette docu-série avait aussi comme but de raconter les histoires des personnages un peu secondaires de la tournée, notamment les danseurs, les choristes, enfin les... Ouais, choristes. Le groupe de musique qui l'accompagne, euh, les stylistes, les chorégraphes, les plein de gens. Enfin voilà, c'est surtout eux qu'on a vus, puisqu'il y a eu aussi des épisodes qui étaient dédiés à certaines de leurs histoires. Et après, on a vu plein de choses comme les monteurs, enfin tous ceux qui montent et qui démontent, les chauffeurs, etc. On a vu plein de choses, mais c'est vrai que ceux que j'ai cités en premier, c'est vraiment des personnes qu'on a suivi leur histoire et qui avaient des histoires très touchantes. Et j'ai trouvé que c'était très intelligemment fait parce que c'était différent que des docu-séries que j'ai pu faire. Et d'ailleurs, c'est différent que les documentaires qu'elle a pu faire sur ses précédentes tournées. Donc j'ai vraiment bien aimé. Et j'avoue que je pense que j'avais les larmes aux yeux, voire j'ai pleuré à tous les épisodes. Enfin, du moins, j'ai eu les larmes aux yeux à tous les épisodes et j'ai pleuré à quelques-uns. Donc voilà. J'ai trouvé ça vraiment très bien fait, très beau. Bien sûr, il y a quelques trucs qui m'ont un peu gênée. Mais bon, j'ai quand même relativement bien aimé. Voilà, elle a notamment aussi parlé de la tentative d'attentat qui s'est passée en Suisse, il me semble, et qui a mené à l'annulation du concert. On a également vu comment elle, elle choisissait les chansons surprises et comment elle les répétait. Donc franchement, c'était vraiment cool. Et suite à ça, j'ai également vu une réflexion, je pense, sur TikTok euh, qui m'a vraiment fait... Enfin, je me suis vraiment dit, mais oui, grave, elle a tellement raison. C'est que j'ai vu une personne remarquer que Taylor Swift arrivait mieux à décliner ses concepts que certaines plateformes qui devraient le faire. Genre Netflix n'arrive pas du tout à décliner ses séries pour faire du profit, genre. Alors que Taylor Swift, elle le décline pour avoir quelque chose de très rare à quelque chose de beaucoup plus accessible. Donc en premier, elle a fait sa tournée, qui était perçue comme un réel privilège, qui était quelque chose de rare, qui était quelque chose
de difficilement atteignable parce que c'était limité et aussi parce que c'était très cher. Et ensuite, à partir de ça, elle a dit, vous voulez y avoir accès? Ok, vous n'avez pas pu venir à la tournée, je vous donne une expérience cinéma du concert. Elle met un concert disponible dans tous les cinémas. Elle sort ça. C'est plus momentané, c'est plus accessible. Et ensuite, elle dit, vous n'avez pas pu aller au cinéma, vous avez loupé quand c'est sorti. C'est pas grave. Je vous le mets à dispo sur Disney. Et ensuite, elle revient avec une docu-série. C'est hyper intelligent. Pour moi, c'est très bien fait et je préfère faire ce genre de choses que décupler les versions vinyle et les versions CD et les versions machin machin. Je trouve que ça a beaucoup moins de sens. Ça lui permet effectivement de battre une multitude de records, mais je trouve que ça a beaucoup moins de sens pour les fans qui ont finalement la même expérience à chaque fois. Alors que là, t'as un peu... c'est comme si t'avais la tournée et une manière de prolonger ton expérience que tu as eue pendant le concert. Et je trouve ça très intelligent. Voilà. C'est à peu près tout concernant Taylor Swift. Maintenant, d'autres petites choses se sont passées. Niveau tennis, j'aimerais le dire. J'aimerais en parler puisque nous avons eu 2 petits scandales. Bon. Parlons du sujet qui fâche. Monsieur Kyrgios et Madame Sabalenka, 2 joueurs emblématiques, et notamment Sabalenka, numéro 1 mondial, ont décidé que ça serait une super idée de faire un match bataille des sexes. Donc ça a eu lieu la semaine entre Noël et le 1er de l'an, en gros, le week-end entre Noël et le 1er de l'an. Pour moi, c'est absolument terrible de faire ça. Il y a des femmes et des joueurs de tennis et des joueuses de tennis qui se sont battus pour arrêter de comparer le tennis masculin et féminin, puisque ça faisait reculer le tennis féminin, enfin ça faisait stagner. Et alors qu'on a fait des progrès sur ce sujet, les deux ils décident de faire une bataille des sexes, où bien sûr Kyrgios sans surprise bat Sabalenka. Et voulant dire que c'est justement pour dire que on est égalité. Et en fait, pas du tout. Parce que le gros problème, c'est que le tennis n'est pas joué de la même manière pour les femmes que pour les hommes, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes capacités. Mais le truc, c'est que quand un homme et une femme jouent contre, ils ont tendance à plutôt... Enfin, les hommes ont tendance à gagner parce que... Enfin, ils gagnent même tout le temps parce que c'est juste un tennis qui est beaucoup plus puissant et donc qui est beaucoup plus dur à, à gérer pour une femme. Alors même si enfin, il y en a de très grandes joueuses qui peuvent très bien se battre, généralement, elles perdent. Et du coup, c'est complètement normal. Mais la conclusion que beaucoup vont tirer de ça, c'est que le tennis féminin est moins bien et moins performant que le tennis masculin. Ce qui me pose problème actuellement, parce que actuellement, le tennis masculin, en réalité, il est à 0. Puisque si tu veux savoir le niveau du tennis masculin, tu dois comparer les hommes entre eux. Et les hommes entre eux, ils ne font rien. À part Yannick Sinner et Carlos Alcaraz, personne n'évolue. Preuve pourquoi il y a un écart d'autant entre Yannick Sinner et Alexander Zverev, qui sont 2e et 3e au classement ATP, que Alexander Zverev 3e et le 100, 300 millième machin. C'est pas possible. Genre, il y a une stagnation, une stabilisation du niveau et en plus une homogénéité du niveau à part les 2 plus forts dans le tennis masculin qui prouve que en réalité il ne va pas bien. Alors que le tennis féminin, il ne pourrait pas être aussi florissant. On est dans une situation maintenant dans le tennis féminin où les grands chelems ont été gagnés par 4 personnes différentes, il me semble, cette année.
Euh, et c'est 4 personnes qui le méritent amplement, c'est-à-dire que ce n'étaient pas des hasards. Ce sont des personnes qui dominent, euh, qui permettent de faire évoluer le sport. Et du coup, cette bataille contre les sexes, là, elle fait juste enfin, revenir en arrière, quoi. Et en plus, c'est terrible, c'est que ça pourrait être des personnes qui sont du même niveau. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire un Sabalenka, Carlos Alcaraz, quoi. Mais non, là, c'est Kyrgios. Kyrgios, c'est un joueur de tennis qui joue une saison, arrête l'autre, il sait pas trop. Voilà, il fait comme il le chante, il n'est pas très rigoureux, il n'est pas très régulier. Je ne sais actuellement pas son classement mondial, mais c'est déjà pas un joueur de tennis qui est pris très au sérieux parce que lui-même, enfin, pour moi, à la fois j'aime bien cette mentalité de it shouldn't be that serious, et en même temps, il est bien trop prétentieux avec cette mentalité de dire voilà, regardez qui je bats sans faire d'efforts. Mais imagine ce que tu pourrais être si tu faisais des efforts alors. Et ouais, pour moi, des fois, il me saoule un peu. Donc en fait, c'est vrai que déjà, juste le fait que ce soit Sabalenka contre Kyrgios, ça me saoule. Et Sabalenka, c'est vrai que je commençais à avoir un problème un peu avec elle à la fin de la saison 2025. Et là, ça n'a rien changé parce que je commence à pas du tout aimer ses valeurs et ses principes et ce qu'elle dégage. Donc ouais, pour moi, c'est ciao. Pour moi, c'est ciao pour 2026. Je pense que je vais pas la supporter. Voilà. Voilà. Sinon, dans la planète tennis, qu'est-ce que nous avons eu également? Une annonce qui a euh, fracassé tout le monde. Puisque un duo qui était inséparable depuis plusieurs années s'est séparé. Carlos Alcaraz s'est séparé de son coach et mentor, Juan Carlos Ferrero. Alors, Juan Carlos Ferrero, si vous ne suivez pas trop le tennis et que vous avez mon âge, je suis pas sûre que vous le connaissez. Mais donc c'est un ancien joueur de tennis qui a été premier mondial en 2003 à un moment donné pendant une semaine et qui a déjà gagné Roland Garros notamment. C'est un joueur espagnol, donc c'est pour ça qu'il a gagné Roland Garros. Les Espagnols sont toujours très dominants sur terre battue. Mais voilà, depuis je crois 6 ou 7 ans, il était le coach de Carlos Alcaraz. Ils ont formé un duo très complémentaire, très fusionnel, on va dire, et très mythique dans le tennis. Cette annonce, elle a été faite comme ça au mois de décembre. Plusieurs personnes ont commencé à spéculer que c'était pour des raisons financières. Et après quelques semaines, Juan Carlos Ferrero s'est exprimé pendant une interview et a dit que ce n'était pas du tout le cas et que d'ailleurs, il a toujours dit, même quand il était joueur, que les questions financières, il s'en fichait un peu et que c'était pas du tout genre des choses qui l'intéressaient dans le sport, quoi. Donc voilà. Mais en fait, il a simplement justifié par le fait que bah, ça faisait très longtemps qu'ils travaillaient ensemble et que du coup, bah, la relation s'est un peu essoufflée, que la dynamique s'est essoufflée et que, bah, en fait, à la fin, tu perds de dynamisme. Donc, bah, c'est compliqué de continuer à travailler. Et en fait, c'était déjà un peu le cas fin d'année dernière et c'est pour ça qu'ils avaient recruté quelqu'un d'autre pour amener un nouveau souffle. Sauf que, bah, en vrai, ça a duré le temps que ça devait durer et maintenant, bah, c'est compliqué de faire perdurer cette collaboration quand bah, c'est pas si engagé et que maintenant ça prend enfin, ça fait longtemps, c'est devenu un peu redondant. Donc ils avaient tous les deux besoin d'autres choses. Après, dans cette interview, de ce que je comprends et ce que je retire, c'est qu'ils ont quand même une bonne relation, que ça s'est bien fini, c'est en bon terme. Donc voilà. Et Juan Carlos Ferrero a dit qu'il allait coacher Sinner. Je rigole, bien sûr, c'est une blague, ne reprenez pas cette phrase. Il a plutôt dit qu'il allait attendre avant de reprendre quelqu'un d'autre parce que bah là, du coup, il était beaucoup en déplacement avec Carlos Alcaraz. Il a fait beaucoup de concessions, il n'a pas vu sa famille, etc. Donc il voulait prendre une pause et on reprendra un peu plus tard.
Donc voilà les nouvelles un peu tennis. Maintenant, parlons du futur. Non, d'abord parlons du présent. Puisque actuellement, nous avons la CAN. Nous avons la Coupe d'Afrique des Nations. Où en sommes-nous? Écoutez, à l'heure où j'enregistre ce podcast, les phases de poule sont terminées et nous allons bientôt entamer les phases finales. Bien sûr, à l'heure où vous écoutez ce podcast, les phases finales sont déjà abordées et on a peut-être déjà passé les quarts de finale, ou en tout cas on est en quart de finale. Je sais pas. Enfin voilà. En tout cas, voici les petites choses à savoir si vous voulez commencer à reprendre le fil de la CAN. Une fois qu'on va arriver dans les phases finales, c'est vrai que c'est plus simple à regarder que se mater tous les matchs des phases de poule. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Sachez que pour l'instant, les meilleures équipes, les 3 équipes qui se sont distinguées, c'est d'abord le Nigeria et l'Algérie qui se sont distingués en gagnant leurs 3 matchs de poule. Le Nigeria a montré qu'ils étaient une équipe très très offensive. Leur attaque est vraiment très bien placée. Alors que l'Algérie également. Mais ils se sont aussi fait remarquer parce que l'Algérie, de la même manière que la France au foot ces dernières années, a non seulement une grande équipe titulaire, mais ils ont aussi une grande équipe B, entre guillemets. C'est-à-dire que leurs remplaçants sur le banc, ils sont très performants et ils sont aussi capables de faire la différence en match. Et du coup, ça montre que l'Algérie est redoutable sur toute la durée du match et peuvent même aller aux prolongations. Voilà. Donc, attention. Nigeria et Algérie, grands favoris. Et il y a également le Sénégal qui a gagné 2 matchs et fait un match nul pendant les phases de poule. Donc, il s'est également fait remarquer. Voilà. Je pense que c'est plutôt le top 3 un petit peu. Maintenant, il y a eu une déception, c'est le Gabon qui était assez attendu. Sauf qu'ils ont eu 2 blessés, genre avant le tournoi et au début de tournoi. Et du coup, c'était un peu compliqué. Et en plus, ils étaient dans la poule, l'une des poules les plus compliquées avec la Côte d'Ivoire, le Cameroun et Mozambique. Donc, du coup, ça fait qu'ils ont fini dernier. Et un peu déception parce que le Gabon, c'est pas une équipe hyper phare, mais ils ont quand même l'habitude de se qualifier au moins en phase finale. Donc, un peu bizarre. Également, en termes de surprise, alors, il y a déjà la Tanzanie qui s'est qualifiée pour les phases finales pour la première fois de leur histoire. Donc, bravo à vous. Je vous tire le chapeau. Mais il y a également la surprise, ou en tout cas le petit coup de cœur, le petit coup de bonheur. C'est le Soudan qui s'est qualifié aussi pour les phases finales alors qu'ils ont perdu 2 matchs, mais ils étaient 3e de leur poule. Du coup, ils ont été repêchés. Genre, je sais pas comment ça se fait, mais ils ont été repêchés. Donc, il me semble que le Soudan fera partie des phases finales. Et en vrai, je pourrais vérifier vite fait là parce que je suis pas hyper sûre de ce que j'avance parce que ça me semble quand même très bizarre. Mais je vais quand même vérifier. Et oui, je vous confirme, je reviens. Le Soudan est bien qualifié à la 3e place, mais tout est ok, donc ils seront bien là. Et pourquoi c'est un petit coup de boost, une petite surprise, c'est que, comme vous le savez, le Soudan est un pays qui est en guerre, dans lequel le contexte est assez effrayant. Il y a d'ailleurs des joueurs qui en ont parlé, qui se sont fait interviewer à ce propos, et leurs interviews sont très touchants et prenants. Mais du coup, le fait qu'ils arrivent en phase finale, ça donne un petit peu de bonheur et d'espoir à ce pays qui vit une période très compliquée. Donc voilà, c'est un petit peu la touche de note un peu positive de la CAN. Maintenant, pour les joueurs, il y a plusieurs joueurs qui se sont distingués. Notamment, alors il y a Ayoub El Kabi qui est un joueur marocain, mais surtout Brahim Diaz qui est aussi un joueur du Maroc. Ces 2 joueurs, mais du coup surtout Diaz, ont su prendre une position de leader dans l'équipe avec l'absence de Hakimi.
Donc il n'est pas totalement absent, mais en fait il s'est blessé au mois de novembre. Et du coup, là, les premiers matchs de poule, il les faisait en tant que remplaçant. Du coup, il a joué quelques minutes, mais il n'a jamais été titulaire pour les phases de poule. Il va revenir, ne vous en faites pas, en phase finale. Donc peut-être que ça va redonner un coup de boost au Maroc qui a fait une phase de poule assez mitigée. Mais, mais voilà, donc je voulais dire Diaz qui est actuellement l'un des meilleurs joueurs. Euh, il a marqué 3 buts. Il est ex aequo avec également El Kabi et Maza, dont je vais parler après. Mais surtout, il a su être déterminant sur des passes décisives, sur genre rendre le jeu plus offensif, mener le jeu, accélérer le jeu, mener l'équipe. Donc, très bon joueur qui a su se distinguer. Et puis, la révélation, c'est Ibrahim Maza, qui est un joueur algérien et qui sera très probablement le meilleur jeune joueur du tournoi et qui pourrait être le meilleur joueur de la coupe en fonction du résultat de l'Algérie. Mais en gros, franchement, lui, il a un rôle de fou. Il a vraiment relancé l'équipe algérienne. Et en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, il a déjà marqué 3 buts sur 2 matchs où il a joué. Donc, donc il performe de fou. Et c'est quelqu'un qu'il faut suivre, notamment pendant la CAN, mais aussi probablement après. Je pense qu'on va en entendre parler de ce petit Algérien. Voilà. Donc n'hésitez pas à reprendre tout ça. Bien sûr, je trouve que c'est tout le temps un peu chiant de regarder la CAN puisque c'est seulement disponible sur beIN Sport et que c'est chiant d'avoir beIN Sport. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en DM, en commentaire, Spotify ou n'importe quel autre moyen que vous ayez pour me contacter si vous voulez que je vous donne quelques petites solutions pour y avoir accès à moindre coût. Voilà. Et puis maintenant un axe un peu plus sur le futur, c'est que je voulais parler un petit peu des JO d'hiver qui ne sont pas encore arrivés, hein, c'est dans un mois, mais qui ne se tardent. Il y avait une annonce que j'attendais avec grande impatience. C'est l'annonce des titulaires de l'équipe de hockey américaine. Pourquoi ? Puisque j'ai une addiction pour les 3 frères Hughes, les Hughes Brothers. On a Quinn, qui est le plus vieux et qui joue pour les Canucks, enfin qui avait l'habitude de jouer pour les Canucks, mais qui a été transféré. Où est-ce qu'il a été transféré déjà ? Je ne sais plus, dans une équipe verte, et je ne me souviens plus comment elle s'appelle. On a ensuite Jack et Luke, qui sont tous les deux New Jersey Devils. Quinn est défenseur, Jack et Luke sont... Il y en a un qui est défenseur et l'autre qui est attaquant, je crois. Luke et Quinn sont défenseurs et Jack est attaquant, je crois. Et je les adore parce que, comment ça, t'as quand même 3 enfants, vous êtes 3 frères et vous êtes tous les 3 en train de jouer à la NHL. Donc moi, je m'attendais que pour ces premiers Jeux Olympiques où ils sont tous les 3 possibles d'être qualifiés, je voulais qu'ils soient tous les 3 sélectionnés pour être dans cette équipe des États-Unis. Malheureusement, Luke n'a pas été sélectionné. Je suis complètement dévastée par cette nouvelle. Mais bon, au moins nous avons Quinn et Jack. Je crois que tous les deux, ils ont déjà fait les JO en 2022. Mais au moins Quinn. Jack, c'est moins sûr. Mais voilà. Et d'ailleurs, tous les deux, ils ont déjà joué plusieurs fois dans l'équipe des États-Unis, sinon genre aux Coupes du Monde, etc. Donc voilà. Mais Luke, ils n'ont jamais joué tous les 3 en fait. Donc c'est pour ça que j'attendais grave ce moment. Et ce n'est pas arrivé. Mais par contre, il y aura une fratrie également complète, puisqu'il y a les 2 frères Kachuk qui ont été sélectionnés aussi. Donc voilà. Donc c'est assez sympa. Et d'ailleurs, je voulais également parler des Hughes Brothers pour vous annoncer que si vous ne connaissez pas Jack Hughes, vous allez vite le connaître, puisque ça va être le nouveau Travis Kelce. Oui, je vous le dis. Pourquoi ? Tout simplement parce que Tate McRae et Jack Hughes sont un couple. Voilà. Peu après sa rupture avec Kid Leroy, Tate McRae a été affiché plusieurs fois au match de Jack Hughes et ont été aperçus plusieurs fois en se tenant la main. Donc voilà, bien sûr, rien de surprenant pour ça,
puisque Tate McRae est déjà sortie avec plusieurs joueurs de hockey. C'est une Canadienne qui a un frère qui joue au hockey, donc pas à la NHL, mais genre à la ligue d'en dessous, il me semble. Donc, elle est sortie plusieurs fois déjà avec des joueurs de hockey, donc pas de surprise. Mais là, franchement, je suis plus que ravie de voir ça. Il me semble que Luke Hughes était sorti avec Dixie D'Amelio, mais je suis pas sûre de ça. Je crois que si. Ça se trouve qu'ils sortent encore ensemble et j'en ai juste aucune idée, hein. Mais voilà, donc peut-être que vous pouvez comprendre pourquoi j'ai aussi cette obsession avec les frères Hughes. Je pense que eux, dans les médias, ça doit être quelque chose. Mais j'adorerais être fan de hockey, genre aux États-Unis ou au Canada, parce que tu dois vraiment avoir des paparazzai et tout. Ça doit être trop cool et tout. Mais en fait, ce qui m'énerve un peu, c'est que ces trois, pour moi, ça devrait être un gros sujet. Genre, pour moi, c'est des restas en fait. Sauf que dans la série documentaire de la NHL, ils ont presque pas parlé. Genre, ils ont juste parlé de Quinn parce que c'est l'un des capitaines d'une équipe de la NHL et que du coup, il était très famous et tout. Mais franchement, pourquoi ils ont pas parlé du fait qu'ils étaient trois? Genre, c'est une fratrie de fous quoi. Je sais pas, moi j'en profiterais pour vendre en fait. Enfin bref. Donc ça, c'était la première nouvelle concernant les JO. J'ai très hâte des JO d'hiver. Il faut que je me concentre sur comment je vais en parler. Euh, mais j'ai tellement hâte. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai trop hâte. Ce qui me chagrine un peu, c'est que je vais travailler pendant les JO et que je pense pas que je vais pouvoir autant suivre que pendant les JO 2024 à Paris. Parce que pendant les JO 2024, en fait, comme c'est l'été et pendant une période qui est ralentie, on peut se permettre de regarder les JO en même temps qu'on travaille en fond, etc. Alors que là, en février, c'est pas du tout la bonne période. C'est une période qui est assez intense, reprise, lancement de l'année, etc. Ça va être horrible. Donc je pense que je vais pas pouvoir bien me concentrer comme je voudrais. Pourtant, il y a plein de disciplines que j'adore parce que donc il y a le hockey, mais il y a aussi le patinage artistique, il y a aussi le ski et il y a toutes les disciplines freestyle. Donc voilà. Donc j'ai un peu le seum. Mais bon, c'est pas grave. J'aurais aimé également vous donner la possibilité de vivre avec moi les Jeux Olympiques en étant volontaire, mais malheureusement, Milano a décidé de pas me sélectionner pour être volontaire, donc voilà. Mais voilà, je vous inquiétez pas. Je vais essayer de penser à un format. Et d'ailleurs, je vais également penser à un autre type de format pour un autre sujet complètement différent. C'est que, j'en ai déjà parlé sur le podcast, je vais aller voir Bad Bunny en concert au mois de mai à Barcelone. Gros problème, je ne suis pas entièrement fan de Bad Bunny. Je n'ai pas toutes les rêves de Bad Bunny et j'ai besoin de les avoir avant ce concert parce que je ne vais pas être l'idiote dans le stade qui n'a pas capté. Donc, je veux m'éduquer sur le sujet. Donc, je vais penser un modèle de chronique où, je sais pas, à chaque épisode, je vais parler 10 minutes d'un truc sur Bad Bunny. Comme ça, je serai obligée d'avancer dans mon apprentissage et dans mon acculturation à Bad Bunny. Sachez que là, il est en tournée sud-américaine et Océanie en janvier-février. Et d'ailleurs, le 8 février, il a le Super Bowl, puisque c'est lui qui fait la mi-temps. Donc je pense que je vais avoir plusieurs occasions, je vais pouvoir voir un petit peu sa tournée, à quoi il ressemble. Donc je vais avoir de la matière pour commencer mon apprentissage. Mais c'est vrai que mon concert, c'est dans les débuts de ces concerts en Europe. Donc, ça fout un peu la pression. Mais ça va bien se passer. J'y crois. En 2026, c'est l'année où je deviens un fan de Bad Bunny et que j'apprends à parler espagnol. Et d'ailleurs, peut-être que ça sera ça la première étape. Apprendre à parler espagnol. Je sais pas. Enfin bref. Mon retour en 2026 commence donc avec un épisode de podcast de 50 minutes. J'espère que vous en êtes tous ravis. Moi, je le suis. Je suis plus que déterminée à faire vivre ce podcast comme je l'ai fait vivre en 2025, mais j'espère avec encore une meilleure qualité. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un retour sur l'usage de ce micro. Voilà, c'est tout. Je vous fais énormément de bisous. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année et je vous dis à plus tard, mes petits bouts, mes petits fanos. Ouais, à la semaine prochaine.